Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture puisque je ne vous ai pas fait de retour sur mes lectures du mois d'octobre et j'ai quand même lu au total 10 livres, donc je voulais vous en parler. Je pense que je vais commencer par la catégorie des BD et des mangas puisque j'en ai lu 6 le mois dernier et 4 romans que j'ai réussi à classer en fonction de mes préférences. J'ai même le deuxième coup de cœur de mon année juste derrière Divine Rivalité, mais ça vous le découvrirez en fin de vidéo. On commence tout de suite avec une BD que j'ai reçue en service presse de la part du book club Page Turner, que je remercie énormément. Donc il s'agit de Mobilis, ma vie avec le capitaine Nemo, publié chez Bayard Graphique, et c'est écrit par Juniba. Donc vous vous doutez bien au titre que nous sommes sur une réécriture donc de l'écrit de Jules Verne, et j'aime énormément Jules Verne, donc j'étais très curieuse de voir quelle était cette adaptation graphique, et pour vous avouer je me suis dit ça allait être super chouette puisque nous sommes dans un récit post-apocalyptique, un peu dystopique, où nous allons suivre une jeune fille, Arona, qui est recueillie donc par le capitaine Nemo à bord de son vaisseau, et il s'avère que Arona a navigué pendant plusieurs années en fait dans une capsule un petit peu temporaire, et elle s'est du coup réveillée quand le capitaine Nemo l'a recueillie dans son sous-marin. Bon, le capitaine Nemo lui il est pas super heureux de recueillir cette jeune fille, à vrai dire il s'y connaît pas du tout en termes d'éducation etc. Donc du coup il la laisse un petit peu de côté, d'autant plus que cette petite fille est complètement perdue, elle ne réclame ses parents, mais évidemment ses parents ne sont plus là. Donc elle va finir par grandir et le capitaine Nemo va finir par s'accrocher un petit peu à cette jeune fille et va surtout l'éduquer. Donc il va lui fournir toutes ses connaissances, et on a une très belle planche à un moment donné sur la bibliothèque et toutes les œuvres d'art qu'il y a à l'intérieur de ce sous-marin qui font énormément clin d'œil évidemment au récit de Jules Verne. Donc j'ai vraiment adoré, et on va du coup petit à petit voir que le capitaine Nemo est tourmenté finalement par son passé et il ne veut pas que celui-ci se répète, d'autant plus avec Arona. Donc il a un petit peu de mal à lui laisser finalement les commandes de ce sous-marin, et puis finalement on va y découvrir un monde complètement post-apocalyptique où toute la terre a été engloutie à des centaines de profondeurs. Du coup il n'y a plus aucune espèce vivante sauf des espèces d'êtres sous-marins étranges, un peu humanoïdes, mais qui ne sont pas vraiment très gentils, et donc ils vont Arona découvre en fait que la vie n'est plus possible en dehors de ce sous-marin, et la fin me laisse un petit peu perplexe. Je vous avoue que je n'ai pas du tout lu du coup les récits de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, donc peut-être que ça fait écho à la fin du roman, mais je me suis dit ok c'est vraiment étrange, et pour tout à vous avouer c'est surtout le style graphique qui m'a un petit peu perturbée. C'est assez cru je trouve, on a vraiment des tons un petit peu comme on peut le voir sur la couverture, vert foncé, on est vraiment sur quelque chose de très pas glauque mais repoussant j'ai envie de dire. Bref, globalement j'ai pas été très convaincue par ce style graphique et par la façon et le choix de l'auteur de raconter cette histoire. Ça a été une lecture moyenne que je ne garderai pas en mémoire sur le long terme. Ensuite sur la proposition de Babelio, j'ai reçu également une masse critique, donc c'est un livre que je reçois pour le lire et en faire une revue sur le site, et donc j'ai été sélectionnée pour faire une revue sur la BD graphique Brielle and Beer. Le premier tome il était une fois et j'ai adoré vraiment. Pourtant je fais partie aussi du service presse donc de Hachette Roman, il était aussi suggéré mais au début il m'a pas plus interpellé que ça, et quand Babelio me l'a proposé après coup je me suis dit pourquoi pas. C'est un livre qui est assez court, et comme vous pouvez le voir au titre, nous sommes sur une réécriture de La Belle et la Bête, et j'ai adoré cette romance un petit peu universitaire entre deux personnes qui un peu s'opposent. Lui est plutôt sportif, carré, mais il s'intéresse finalement à la poésie, donc il a peur d'être moqué, d'autant plus qu'il a des difficultés à écrire, et il va trouver en cette jeune fille libraire un réconfort et un soutien indéniable, et donc ils vont se créer finalement un lien entre les deux, et ça va être vraiment trop sympa. Encore une fois j'ai tendance à comparer avec les romans graphiques que j'ai déjà lus, et on est vraiment dans une vibes trop mignonne de romance qui se dévore toute seule. Les couleurs en plus sont pétillantes, j'ai adoré vraiment le graphique de celui-ci, et je compte bien poursuivre avec la suite puisque c'est donc
qu'un seul tome et le second sortira donc l'année prochaine. C'est vraiment trop mignon et c'est tout réconfort. Bref, c'est ce genre de roman qui nous apporte vraiment une petite bulle d'un espace-temps et finalement qui nous fait ressortir avec le sourire. C'est un petit bonbon à se glisser à cette période automnale un petit peu grisonnante. On termine avec les mangas. J'ai poursuivi la lecture donc de Blue Flag, le deuxième tome que j'ai apprécié également, quoique celui-ci est un petit peu en demi-teinte par rapport au premier tome. On avance un petit peu moins dans les intrigues et notamment dans les relations amoureuses. J'ai l'impression qu'on fait plus de surplace. Il n'y a pas cette fin vraiment intrigante qui nous pousse à vraiment enchaîner avec le tome 3. Enfin, il y a quelque chose, mais en tout cas moi je soupçonne déjà la résolution de cette affaire, donc je me dis bon ok d'accord très bien, ça m'empêche, enfin ça me pousse pas à aller chercher dans le tome 3 cette curiosité de que se passe-t-il après. Donc j'aurais aimé un petit peu plus d'approfondissement et surtout un peu plus de profondeur dans les relations. On va dire que là ce tome là est plutôt un tome intermédiaire où il faut creuser un petit peu les personnages et donc du coup on les suit, mais c'est sans plus que ça. En tout cas c'est pas aussi haletant que dans le premier tome. J'espère donc avancer pour le troisième. J'ai aussi poursuivi ma saga coup de cœur en manga, vous connaissez, il s'agit de l'Atelier des Sorciers. Donc j'ai lu le tome 9 et le tome 10, des petits bonbons, vraiment j'adore. Quoique là j'ai un petit peu de mal avec la temporalité puisqu'on s'arrête sur un événement pendant 3 tomes, donc c'est un petit peu vraiment perturbant parce que les autres tomes allaient beaucoup plus vite dans le temps, vraiment on avait les choses qui s'enchaînaient et là on a l'impression qu'il y a une petite pause temporelle. Alors j'aime beaucoup l'événement, j'aime beaucoup les histoires qui sont creusées dessus, mais c'est vrai que du coup j'ai l'impression qu'il y a une petite incohérence de laps de temps entre les premiers tomes et je comprends pas vraiment trop le but de s'arrêter que sur cet événement et de le détailler. Mais quoi qu'il arrive c'est quand même des bonbons, c'est des livres, enfin des mangas que je trouve vraiment magnifiques de par leurs personnages, leur représentation, la magie, les dessins, juste les dessins sont magnifiques. Si vous hésitez encore, vraiment je ne sais pas ce que vous attendez. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont craqué après mes revues, mais vraiment l'Atelier des Sorciers c'est mon manga préféré et là il me reste plus que 3 tomes et j'ai clairement pas envie de les lire maintenant parce que ça veut dire quitter l'univers. Quoique ça va pour le moment, je peux encore me les refaire, il n'y en a que 13, mais vraiment très bel ouvrage que je vous recommande pour énormément de raisons. On termine cette catégorie avec un dernier manga, c'est donc une série que je viens de commencer. Il s'agit du premier tome de Magus of the Library. Je ne sais pas pourquoi je disais toujours Magnus, pas du tout, il n'y a pas de N, c'est Magus of the Library. Et donc c'est un tome assez introductif, il est vraiment assez épais aussi, vraiment ça me surprend pour ce manga. Il est vraiment très dense par rapport aux autres, beaucoup plus de pages etc. Son titre l'indique, nous allons suivre quelque chose en rapport avec des librairies et plus particulièrement des bibliothèques, puisque nous allons suivre un jeune garçon issu des quartiers défavorisés de sa ville qui n'a pas accès à la médiathèque, qui en est chassé par le gérant puisqu'il trouve que ces personnes-là ne doivent pas avoir accès aux livres qui sont des objets prestigieux etc. Alors que ce jeune homme ne fait rien de mal, bien au contraire, il les chérit plus que tout, il se plonge dans des romans qui le sortent de son quotidien assez difficile. Il va à l'école et à l'école il se fait moquer, harceler par les autres enfants du village et sa grande sœur justement à ce petit garçon se démène pour avoir plusieurs travails et essayer de subvenir aux besoins donc de la famille et de pouvoir permettre à ce jeune homme d'aller s'instruire. Je fais exprès de ne pas dire son prénom puisqu'on le découvre vraiment genre à la toute fin du manga et c'est un petit peu cette originalité que j'ai trouvée. Je me suis dit mais c'est vrai qu'on n'avait pas son prénom depuis le tout début et on le découvre vers la fin et ça m'a interpellée de me dire ok j'ai réussi à m'attacher à ce personnage sans pour autant connaître son identité, alors que c'est super important je trouve de mettre des prénoms sur des personnes pour justement les humaniser et leur donner un aspect beaucoup plus réel et concret et personnel. Donc vraiment je trouvais que c'était magnifiquement bien fait. Bref, ce jeune homme va avoir finalement une aventure vraiment atypique avec les livres et son destin va basculer au moment où des bibliothécaires de la bibliothèque centrale donc de l'État vont venir justement pour se mêler un petit peu des affaires de la médiathèque et vont s'apercevoir que le gérant ne laisse pas accès à cet enfant à cette médiathèque alors que c'est le rôle principal justement de ce genre de personnes et de lieux pour pouvoir donner l'instruction au plus de monde possible. Et on va voir que ça va faire naître en lui un désir de lui aussi devenir bibliothécaire, de travailler en tout cas avec ces livres qu'il chérit tant. C'est vraiment très beau, mais on se doute bien que c'est un tome introductif puisque à la fin nous avons un léger bond dans le temps et on voit que finalement
il va se passer des choses à son adolescence plutôt, alors que là ce premier tome se concentre sur sa jeunesse, donc à voir comment ça évolue. Je pense que ça va être beaucoup plus approfondi et il va y avoir un tournant pour les livres suivants. Et dans tout cela évidemment il y a de la magie, c'est vraiment un monde fantastique qui est très pour le moment parsemé voilà, de touches de magie, mais qui je pense va se développer par la suite parce que ce petit garçon n'est pas totalement humain et c'est lié d'amitié avec une créature alors que cela semblait impossible. Bref, je vous en dis pas plus, vous allez découvrir cette histoire qui est juste sublime et je vous la recommande énormément. Maintenant je vais vous parler de ces 4 romans que j'ai lus. Regardez les beaux jaspages, je vous spoil un petit peu de ce que je veux vous parler, mais vraiment j'ai eu de très belles aventures au mois d'octobre. On commence donc cette sélection par le premier tome de L'Agence Perdido, écrit par Victor Dixon, publié chez Bayard, que j'ai reçu en service presse par le book club Page Turner, que je remercie énormément parce que l'unboxing était juste incroyable. Si vous l'avez loupé, il est dans mon unboxing du mois de septembre que je vous laisserai en barre d'infos. Enfin bref, j'ai adoré ce récit pour le mois d'octobre, j'ai vraiment bien fait de me le garder pour la période d'Halloween. Dans cette histoire nous allons suivre Lucie, une jeune adolescente qui lorsqu'elle rentre d'un soir de cours, elle ne retrouve pas sa mère sur le perron de sa porte. Lorsqu'elle rentre dans la maison, elle s'aperçoit que tout est resté en place. Un tourne-disque est en cours, une tasse de thé est encore chaude, sauf que sa mère est introuvable. Elle va donc s'alerter et appeler les autorités qui vont conclure à une disparition volontaire de sa mère. Or, Lucie en est persuadée, il est arrivé quelque chose à sa mère. Elle ne peut pas avoir disparu comme ça, comme si de rien n'était d'un seul coup. Ce n'est impossible pour elle. Lucie va donc être placée chez sa tante qui est vraiment une tante horrible puisqu'elle va devoir payer entre guillemets son loyer en volant dans les métros de New York pour lui apporter un butin qu'elle va pouvoir revendre. Et tout va basculer le jour où elle pense avoir découvert un bracelet qui la picote et en réalité il s'agit d'un pendule. Ce pendule, elle va décider de le rendre aux objets perdus et elle va faire la rencontre de Rita Perdudo, une retrouveuse qui va lui expliquer que il y a un monde finalement parallèle qui existe et lorsque Lucie découvre cette existence, elle en est persuadée, sa mère se trouve dans ses entrailles, dans ses cachettes finalement secrètes, dans ses oubliettes qui sont gardées par des croque-mitaines. Elle va donc découvrir un monde très sombre qui est donc en parallèle au sien et elle va avoir de nombreuses aventures. Bref, je vous en dis pas plus parce que sinon ça vous spoil une partie de l'histoire et vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire. La seule chose qui me chafouine un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de fin telle quelle. Étant donné que c'était une trilogie, c'est un petit peu normal, ça va se poursuivre et se résoudre dans les prochains tomes. Il faut garder évidemment du suspense, mais j'aime bien quand même lorsque les livres se suffisent à eux-mêmes, quand il y a vraiment une sorte de fin et d'accomplissement de cette quête finalement. Certes, il y a eu un changement par rapport au début, c'est vrai qu'elle a pris plus en maturité, elle a changé, elle a évolué en tant que personne, elle a aussi réussi sa petite quête, mais finalement j'ai cette sensation de c'est pas très c'est pas conclu à 100% pour moi, donc c'est pour ça que j'ai mis 4 sur 5. Ça n'a pas été un gros coup de cœur parce qu'il faut finalement lire la suite pour pouvoir tout comprendre et j'aime bien quand on va dire qu'il y a une intrigue en filaire sur la continuité de la trilogie, mais j'aurais aimé une fin plus conclusive, si j'ai envie de dire, comme ça si jamais j'avais pas apprécié l'univers, la plume ou autre, j'avais finalement cette satisfaction d'être arrivée à la fin de l'intrigue qui était évoquée au début du livre. Bref, ça sinon c'est vraiment on va dire un détail et une attente personnelle, mais j'ai adoré la plume de Victor Dixon alors que j'avais un petit peu des réticences puisque j'avais vraiment pas trop apprécié Vampiria, vous savez le premier tome. J'avais vraiment trouvé Jeanne Froidelac super agaçante alors que là Lucie bien au contraire, on s'y attache très très vite et on s'identifie en fait un petit peu à elle, on a de la peine, de la compassion, mais en même temps elle se montre aussi pleine de ressources, de résilience et vraiment j'ai adoré son caractère qui est vraiment très cohérent, réaliste et vraiment je pense que j'aurais pu incarner Lucie, donc c'est pour ça qu'elle me parle peut-être un peu plus. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'approfondissement de ces personnages, même Rita Perdido je la trouve attachante malgré ces mystères qui planent autour d'elle et toute la révélation qu'il y a aussi sur la fin. Finalement je me dis ouais on a cet attachement à cette personne qui semble aussi en plus âgée, je sais pas, j'ai l'impression de retrouver une part de Minerva McGonagall dedans. Bref, c'était très sympa comme lecture que je vous recommande évidemment, surtout si vous êtes fan des univers de Victor Dixon parce que là on est en plus dans une lecture jeunesse vraiment bien faite.
J'ai profité du mois d'octobre pour me glisser des lectures beaucoup plus sombres en lien avec la magie et les sorcières, et c'est pour cette raison que je vous ai proposé en lecture commune Curious Tides, écrit par Pascal Lascelles, dans lequel nous allons plonger dans une ambiance Dark Academia en lien avec de la magie liée au cycle lunaire et des marées. Bref, c'était magique et vraiment j'ai adoré l'ambiance. Donc dans cette histoire nous allons suivre Emory, une étudiante à Aldrin qui a la magie rudimentaire de la guérison, donc une petite magie mais qui lui permet d'accéder finalement à cette école prestigieuse aux côtés de sa meilleure amie Romy. Sauf qu'on découvre que Romy est décédée l'été dernier lors d'une aventure finalement dans les grottes de Dovemer avec d'autres étudiants. Donc c'est un drame qui touche toute l'école, d'autant plus que Emory était vraiment très proche de Romy, c'était son pilier finalement dans cette école, et elle va y retourner donc pour une nouvelle année. Elle fait sa rentrée et c'est là qu'on la suit hein, vraiment dans cette rentrée là, avec ses repères complètement déstabilisés, d'autant plus qu'elle va se rendre compte que il y a des mystères qui planent autour de cette disparition, et plus elle va essayer de chercher des réponses à ces mystères, plus elle va du coup découvrir un univers plus sombre. Elle va se rapprocher aussi donc d'une personne qui est dans la maison Eclipse, qui n'est nul autre que le grand frère de Romy, son ancienne meilleure amie, enfin sa meilleure amie décédée, et il s'avère que finalement Emory va développer une certaine magie un petit peu étrange qui va donc se révéler être en lien avec l'événement qui a frappé sa meilleure amie pendant l'été dans les grottes de Dovemer. Bref, c'est intriguant, c'est haletant. Il y a eu quelques longueurs toutefois quand même que j'ai un petit peu trouvé ça dommage. Vraiment le rythme du roman était un petit peu plus lent parfois, mais je trouvais que c'était vraiment bien fait. J'ai bien aimé. Après je suis restée avec un avis sur le moment très mitigé, parce que j'avais vraiment cette sensation de faire du surplace, mais en même temps les révélations finales sont vraiment très bien faites et ça donne envie de poursuivre avec un deuxième tome, parce que oui effectivement je ne savais pas, mais il s'agit d'une saga alors que j'étais persuadée que c'était un one shot, et j'aurais tellement voulu que ce soit un one shot. Mais vraiment si vous aimez l'ambiance Dark Academia, que vous aimez un petit peu aussi les magies et notamment en lien avec la lune, les marées etc, c'est très très bien expliqué, très riche, très dense aussi dans cette magie là qui est vraiment très bien faite, mais bien écrite, et donc ouais j'ai bien aimé. Donc avec du recul je pense que je poursuivrai avec la lecture du deuxième tome. On poursuit avec un roman beaucoup plus frissonnant, parfait pour la fin du mois d'octobre en rapport avec Halloween. Je vous présente Les secrets ne meurent jamais, écrit par Vincent Ralph, publié chez Bayard, que j'ai reçu en service presse de la part du book club Page Turner, que je remercie, et je l'ai lu lors de mon week-end de déconnexion. Donc si vous n'avez pas vu le vlog, j'ai passé 24 heures en forêt et j'ai dévoré ce livre que j'ai vraiment adoré. J'aime énormément les thrillers young adultes, vraiment adolescents, et donc dans cette histoire nous allons suivre un groupe d'adolescents qui va chaque Halloween dans une cabane dans les bois pour finalement enterrer leurs secrets. C'est ce qui est dit dans le résumé, mais c'est pas vraiment enterrer, mais disons qu'ils se libèrent de leurs secrets en les disant dans cette cabane où personne ne les entend. Sauf que eh bien cette année là il y a ce rituel qui est perturbé, quelqu'un va jeter des œufs sur leur cabane, des œufs finalement remplis de sang, donc c'est bien glauque, ça les effraie énormément, et le lendemain ils vont s'apercevoir que quelqu'un les fait chanter. C'est une fameuse Sacha qui menace de révéler leurs secrets car elle les connaît tous. Donc comment elle a pu finalement connaître ses secrets? Qui est cette réelle Sacha? Quel est l'aboutissement finalement? Comment ils vont réussir à s'en sortir? Et on va voir que ces secrets vont menacer et vont un petit peu tendre les amis, et leur amitié se retrouve impactée, puisque si ces secrets existent c'est pour une certaine raison, et parfois il ne vaut mieux pas les dire, ou justement il aurait fallu peut-être les dire avec un petit peu plus de communication et de contexte que là dans l'immédiat de les découvrir comme ça sur le tas par quelqu'un qui les fait chanter. Forcément ça fait vraiment une tension entre ces adolescents, et vraiment c'est super haletant, c'est un page turner, j'ai dévoré voilà en 24 heures. C'est dans la même ambiance que les écrits de Karen McManus, où on s'en prête finalement au jeu de mener l'enquête, d'essayer de deviner qui est la personne qui est derrière tout ça, et encore une fois on suit une ligne conductrice et on est persuadé de savoir qui c'est, et au final la révélation elle était derrière nous. J'ai adoré quand c'est, enfin j'adore quand c'est mené comme ça, mais les révélations en plus des personnes et tout, je me suis dit mais quoi, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Bref, si vous aimez ce genre de lecture qui se lisent très très vite mais
qui font un bon suspense. Je vous le recommande vraiment à 2000%. Et on arrive au dernier roman de ce point lecture qui n'est nul autre que mon deuxième coup de cœur de l'année après Divine Rivalité. Et pourtant j'ai lu 150 livres pour le moment cette année, donc c'est qu'il a vraiment marqué mon esprit. Il s'agit d'un passé englouti écrit par Ava Reid et je vous préviens, c'est un livre qui est classé 15 et plus parce que je ne m'attendais pas à autant de trigger warning. Je suis allée tête baissée, j'ai même pas regardé les trigger warnings, mais il y a vraiment de la violence autant physique que morale sur différents sujets. Bref, je vous en parle juste après évidemment, mais je vous fais un petit résumé. Dans cette histoire, nous allons suivre Effie, jeune étudiante en architecture qui aspirait à aller dans des études de lettres, sauf que cette filière n'est réservée uniquement aux hommes. Elle, ce qui l'intéresse le plus, c'est son roman qu'elle traîne depuis des années qui s'appelle Angarat et qu'il est écrit par Emrys Myrddin, qui parle des légendes du petit peuple auquel elle croit très fermement puisqu'elle a des visions du roi du petit peuple assez régulièrement. Elle va donc sauter sur l'occasion lorsqu'un concours se présente à elle pour justement mettre en avant l'histoire de ce roman et notamment de cet auteur qui vient tout juste de décéder à travers donc la maison familiale qui souhaite se reconstruire et qui fait un appel de projet aux étudiants en architecture. Donc elle va être sélectionnée. Effie y voilà sa chance de travailler auprès donc de la famille de son auteur préféré, sauf que quand elle se rend sur place, elle est complètement déconfite. Loin de la maison prestigieuse qu'elle s'était imaginée pour un célèbre auteur dans son pays, cette dernière se trouve à flanc de montagne et rongée par la mer. À l'intérieur, tout se décompose, tout est décrépit. Bref, elle est loin du rêve qu'elle s'était imaginé de pouvoir travailler sur un projet extraordinaire et magnifique. Surtout que sur place, elle rencontre un autre étudiant, Preston, qui fait partie de la nation ennemie à celle de Effie, et cette dernière a de nombreux préjugés xénophobes sur lui. D'autant plus que Preston est un étudiant en lettres qui souhaite montrer que la paternalité de l'œuvre d'Angarat n'est pas de Emrys Myrddin, ce qui a le ton d'agacer évidemment Effie qui en est persuadée que c'est le cas. Mais à force de travailler ensemble, les deux adolescents vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus travaillé, beaucoup plus dur derrière tout ceci. Et les deux adolescents vont se rendre compte que face à cette vérité, eh bien tout tombe en ruine et eux-mêmes s'en sont menacés. Bref, c'était magnifique, mais attention, comme je vous ai pu vous le dire dans le résumé, il y a beaucoup de trigger warnings. Ces trigger warnings sont donc présents pour dénoncer justement ces violences, ces discriminations qui sont présentes dans cette société. Parfois j'ai trouvé quand même que c'était pas assez appuyé, pas assez soutenu. Il faut avoir le regard nécessaire pour pouvoir prendre le recul dessus, mais il y a certains passages où ça aurait mérité quand même un peu plus d'approfondissement. Je pensais qu'il y aurait un deuxième tome, il me semble qu'il y a un spin-off, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas peut-être que je dis des bêtises, je suis mal renseignée, mais j'aurais adoré vraiment avoir la suite. Et là c'est vraiment un livre qui se suffit en lui-même. Bref, j'ai adoré l'ambiance du livre, j'ai adoré l'univers qui s'est développé, l'aspect un peu magique qu'il peut y avoir. C'est un très très beau coup de cœur qui m'a marqué cette année et j'ai la sensation de ne pas vous en parler à sa juste valeur. C'est toujours cette problématique quand j'ai vraiment des coups de cœur, j'ai l'impression que je ne trouve pas les mots nécessaires pour vous décrire l'univers, l'ambiance, les personnages, la plume, bref. J'ai vraiment adoré sur tous ces aspects là, mais on est en fin de vidéo et à chaque fois j'ai toujours du mal à trouver mes mots, donc j'en suis vraiment désolée. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous ai fait aussi une revue sur un post Instagram avec un super photomontage que j'ai adoré réaliser, donc si jamais vous voulez avoir plus de mots posés dessus, n'hésitez pas, vous pouvez aller le consulter, tout est dans la barre d'infos. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous invite à me mettre des vagues en lien finalement avec un passé englouti, mais aussi avec Curious Tides, pour me montrer que vous avez écouté jusqu'au bout. En tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre soutien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à vous renseigner sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos parce que je suis beaucoup plus active. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre présence. Je n'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!